Bonjour à tous, donc moi je suis Guillaume Isaac-Georges, je suis le vice-président de Content Square en charge de la sustainability. J'ai rejoint Content Square il y a 6 mois pour prendre en charge en particulier la dynamique climat, donc celle qui nous amène à essayer de devenir net zéro le plus vite possible, c'est-à-dire en se préoccupant de nos propres émissions, mais celle qui nous amène aussi à se préoccuper des émissions de nos clients et dans quelle mesure on peut développer des solutions qui permettent de réduire les émissions de nos clients. Euh, je vais rebondir sur l'introduction de Vincent qui était intéressante, mais vous rappelez effectivement que pendant longtemps, finalement, l'impact environnemental du numérique a été assez méconnu. Depuis quelques années, on le mesure relativement précisément. Vincent vous a rappelé le chiffre de 4% des émissions globales aujourd'hui. Ce chiffre-là, il faut savoir qu'au-delà d'être déjà très significatif, c'est, vous le savez, on le rappelle souvent, plus que les émissions de l'ensemble de l'aviation civile au niveau mondial. Mais c'est aussi un chiffre qui est en forte augmentation. Donc, beaucoup d'études convergent pour dire que de 4%, on pourrait passer à 7% d'ici la fin de la décennie ou la fin de la décennie suivante. Mais c'est quand même préoccupant dans la mesure où il y a peu de secteurs qui aujourd'hui ont une dynamique de hausse aussi importante. On sait aussi désormais un peu mieux comment ces émissions à l'intérieur de cette catégorie du digital se répartissent. Grosso modo, 70% sur les devices, 15% sur les réseaux et 15% sur les serveurs. Donc, pour rebondir aussi sur ce que disait Vincent sur la sobriété, qui était intéressant, c'est vrai que on a tendance à penser finalement, bon, la grande majorité des impacts, c'est les devices, laissons-les s'en préoccuper, c'est un sujet qui est chez les fabricants. En réalité, non, on a un impact décisif sur le dimensionnement des devices. Pour vous rappeler juste un chiffre que j'aime bien rappeler, en 2010 seulement, le poids moyen d'une page web, c'était à peu près 500 kilos. Aujourd'hui, c'est plus de 2 mégas. Donc, en seulement 10 ans, il était multiplié par 4. C'est énorme. Donc, ça veut dire que si on ne s'astreint pas à une forme de sobriété dans le design du web, on est toujours dans une espèce de course à des devices toujours plus puissants et toujours plus performants pour pouvoir afficher des contenus toujours plus lourds et toujours plus complexes. Donc, je vais maintenant appeler mes deux invités du jour. Nicolas, qui est le CEO de Green Metrics, donc, qui est une startup qui, elle, pour le coup, a développé un modèle de mesure des émissions carbone d'un site web. Et également Florent, qui est le CEO de TweetPix, qui, eux, développent une solution qui permet d'optimiser le format de compression, on va le dire comme ça, tu préciseras Florent, mais le format de compression des contenus pour limiter son impact énergétique. Alors, merci de m'avoir rejoint tous les deux. On sent depuis quelques années, et en particulier depuis quelques mois, une forme d'agitation sur le sujet, avec beaucoup de think tanks qui publient des choses sur la question de l'éco-conception numérique, plusieurs startups qui sont lancées, Green Metrics en est une bonne illustration, il y en a d'autres, des agences digitales qui ont commencé aussi à élargir leur offre de services en intégrant des choses sur l'éco-conception numérique. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous raconter un peu ce qui se passe dans ce contexte assez fourmillant? Bonsoir à tous. Oui, tout à fait. En effet, on voit une accélération sur cette thématique. Alors, le sujet est pas nouveau parce qu'il avait débuté au début des années 90 aux États-Unis, avec notamment le mouvement Energy Star qui était plutôt sur la partie des logiciels, d'éco-conception des logiciels. J'ai envie de dire, l'explication, elle vient notamment du fait que aujourd'hui, toutes les entreprises, peu importe l'activité, ont une volonté d'intégrer des thématiques d'impact et également d'impact sur l'environnement, mais pas que. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, la forte progression et la croissance exponentielle de la part du numérique dans l'électricité notamment et la demande d'énergie est énorme. Et on s'attend à des chiffres qui vont plus que doubler dans les 10 ou 15 prochaines années si on continue. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup d'intérêt de la part d'agences qui souhaitent adresser cette thématique à leurs clients, mais également de sociétés industrielles qui souhaitent en tenir compte ou des boîtes, des sociétés sous forme de solutions SaaS ou autres qui, elles aussi, ont une envie de montrer que finalement, de ces paramètres. Donc, puis il y a aussi un cadre réglementaire, mais on y reviendra après, qui commence également à pousser. Et on a vu ça de toute façon sur d'autres thématiques également. Donc voilà, je vais laisser peut-être Florent réagir. J'allais dire, Nicolas, vous êtes un modèle qui est nativement sur le sujet de l'éco-conception numérique. Je me demandais si, Florence, c'était la même chose de votre côté. Est-ce que vous avez créé TweetPix avec la même intention ou est-ce que finalement vous êtes venu à des sujets d'éco-conception numérique, chemin faisant, en se disant, bah, en fait, au-delà de la performance, on peut adresser cette question aussi?
En fait, on y est arrivé chemin faisant. On avait cette ambition, mais on n'avait pas les oreilles à cette époque-là. Quand nous, on a démarré, donc on n'est pas si vieux que ça, nous, la boîte a 4 ans et le service est commercialisé depuis 3 ans. Donc, l'ambition était déjà là. Simplement, quand on évoquait le sujet, quand on commençait à l'évoquer, on n'avait pas d'écoute. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est ça. C'est véritablement l'écoute. Je pense que la société aujourd'hui, et c'est ça la différence, nous, on a vu une grosse évolution, je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté, mais ces 2 dernières années, grosse explosion clairement de la prise de conscience, mais je pense que c'est une prise de conscience sociétale qui est véritablement là, à laquelle le numérique finalement fait écho. Et ce qui a véritablement changé ces 2 dernières années, et vous en faites partie, Green Metrics, c'est la mesure. Moi, quand j'ai commencé, j'ai souhaité mesurer. Et alors là, l'océan de recherche, trouver les données impossibles, en tout cas les valider est très très dur. Et ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est qu'on arrive à récolter de la donnée, on arrive à quantifier, et pour moi, c'est ça le déclencheur ces derniers temps de ce qui va pouvoir participer de l'éco-conception. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous considérez qu'il y a une forme de spécificité française sur la question? J'ai quand même le sentiment que, je parlais des think tanks tout à l'heure, il y a quand même des acteurs type Institut du numérique responsable qui ont mis sur la table les sujets et qui ont produit quand même beaucoup d'études, de données, qui permettent aussi d'avoir un cadre aujourd'hui dont les acteurs français se sont saisis. Ça vous a aidé, j'imagine? Alors, j'ai l'impression que ça va nous aider. Est-ce que ça nous a aidé jusqu'à présent? Indirectement, sans doute. Je pense que pour le coup, tu seras plus à même de répondre à cette question que moi. Mais par contre, je mise énormément sur l'avenir là-dessus pour effectivement aider dans la sensibilisation. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, c'est des choses qui sont importantes et il faut que tout le monde pousse. Et je pense que tout le monde est là et tout le monde, comme je disais tout à l'heure, a l'oreille aujourd'hui pour écouter tout ça. Oui, donc en effet, je suis d'accord avec toi sur le timing. Ça fait à peu près 2 ans. Ça correspond à peu près au moment où on a créé Green Metrics, c'était en 2020, avec déjà 6 mois, 1 an de réflexion en amont, donc plutôt 2019. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que c'est pas forcément qu'en France, parce qu'aujourd'hui, on voit des intérêts également. On vient de signer un partenariat avec Xander, qui est une plateforme de publicité d'enchères en ligne. Et en fait, ça ne s'adresse pas qu'au marché français. Eux avaient beaucoup de demandes en fait de la part des annonceurs qui souhaitaient finalement communiquer sur des sites et des URL qui tiennent compte de l'impact et d'avoir un score, en tout cas un bon score d'un point de vue d'éco-conception. Donc non, c'est plutôt général, mais en effet, par contre, le cadre réglementaire, on va y revenir, a permis de pousser dans ce sens et en effet de commencer à créer un écosystème. Quand on a commencé avec mes associés, il n'y avait quasiment personne sur cette thématique, que ce soit sur les sites internet, la partie hardware et usage au sein d'une boîte ou la partie des campagnes. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, c'est très bien, et ça permet surtout d'animer le marché et de répondre aussi à une demande. Très bien. Alors, je vais peut-être me tourner vers Florent pour le coup, parce que Nicolas, je sais que tu nous fais un use case un peu plus détaillé de la solution Green Metrics tout à l'heure. Alors, je veux pas être trop redondant avec ce que tu présenteras. Mais Florent, est-ce que tu peux nous expliquer finalement un peu comment ça marche, la solution TweetPix, et finalement, quel volume d'émissions, quel potentiel d'émissions vous adressez à travers le sujet des contenus? Alors, je veux bien effectivement évoquer TweetPix avec plaisir. On y reviendra aussi tout à l'heure avec Green Metrics. Ah, vous le faites Donc, ensemble. on C'est un use va case commun, pardon. parler d'un use Ok. case commun. En revanche, on peut parler effectivement de ce qu'est finalement, c'est quoi l'éco-conception, quoi. On en parle là, mais on l'évoque, mais concrètement, ça consiste en quoi? Alors, moi, j'ai ma définition et il y a des définitions, mais en tout cas, pour bien comprendre le sujet, moi, j'ai tendance à dire que l'éco-conception, c'est la recherche de l'efficacité. Et c'est super intéressant parce que ça signifie, contrairement à d'autres environnements, que finalement, recherche d'efficacité, pourquoi je dis ça? Parce que l'enjeu va être de permettre aux utilisateurs d'atteindre leurs objectifs, les utilisateurs finaux, plus vite et avec moins de ressources. Et que ce soit des ressources de temps,
ou que ce soit des ressources environnementales, etc. Et ça, c'est important de le rappeler. Et du coup, ce que ça signifie également, c'est qu'en étant sur ce terrain-là de l'efficacité, ça veut dire qu'on va aussi gagner en efficacité business. Et c'est assez intéressant de le souligner parce que ça veut dire qu'en faisant de l'éco-conception, en étant plus vertueux, on va également être plus vertueux sur les sujets business. Et donc ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut souligner, je crois. Ensuite, le deuxième élément que je rajouterais, et Nicolas pourra compléter ou confirmer, en tout cas la discussion est ouverte là-dessus, mais moi, ce que j'ai découvert en chemin, c'est l'impact du end user véritablement sur l'empreinte carbone. Et pour nous, aujourd'hui, c'est très clair, ça, mais il faut que ce soit très clair pour tout le monde. C'est-à-dire que l'essentiel de la consommation, enfin, en tout cas, une grande part de la consommation carbone et de l'empreinte carbone, elle est liée au travail que les développeurs vont mettre en place et qui va permettre de faire économiser sur l'empreinte de celui qui va consommer derrière. Consommer les sites web qu'on va développer, consommer les apps, c'est là qu'il y a une grosse partie de l'empreinte. Et ça, Nicolas, je pense que c'est un des éléments qui, je pense, qui est super intéressant à développer. Nicolas. Merci. En effet, alors nous, c'est vrai qu'on s'était pas mal focus là-dessus, dans la méthode notamment qu'on a pu développer. Mais en effet, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que 60% de l'électricité mondiale est faite à partir en tout cas produite à partir de charbon. Ça a sûrement encore augmenté avec les temps qui courent. Donc ça veut dire que aujourd'hui, quand vous allez recharger, alors pas en France, parce qu'on est bien loti d'un point de vue de l'énergie nucléaire, mais pardon, sur la partie au travers dans d'autres pays, recharger sa batterie, ben forcément, vous consommez de l'électricité très carbonée. Donc, en fait, on en a tenu compte et finalement, c'est un peu dans le cadre d'une réflexion de bilan carbone, scope 3, et maintenant, on parle même de scope 4. L'idée, c'est de savoir quel est l'impact du site web sur les visiteurs et non pas que sur la partie propriétaire, donc des développeurs, de l'hébergement, des data centers, mais également du côté où je suis en Australie, j'ai un iPhone 12, je vais visiter le site de la Fnac ou d'un autre site, bah, finalement, je vais devoir recharger ma batterie et en fonction, en effet, du parcours que je vais faire sur le site, du poids des images et jusqu'à mon parcours d'achat, jusqu'à l'hébergement, on va tenir compte de tout ça au sein de notre méthodo et en effet, l'impact est assez important. Ouais, quelque part, c'est toute la beauté du scope 3 où on va retrouver quand même une allocation des émissions assez complexe. Mais du coup, je reviens un peu sur ma question initiale. En termes de potentiel d'émissions adressées, est-ce que tu peux nous donner une estimation de ce que la solution GreenMetrics ou d'autres sont capables de... Alors, pour faire quelque chose d'assez simple, aujourd'hui, un site internet qui fait à peu près 1 million de visites va générer, alors bien sûr, c'est des moyennes, parce qu'encore une fois, si on revient sur l'électricité produite en fonction du pays, mais en tout cas, la moyenne, ce qu'on a pu calculer, est l'équivalent à peu près de 10 tonnes équivalent CO2 sur une année. C'est l'équivalent de l'émission d'un Français en 2021. Donc après, voilà, on fait les cas, tout ça dépend en effet du site. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est que sur une période considérée, avec un suivi des recommandations, que ce soit des recommandations sur des vidéos que TwigPix peut réaliser ou d'autres, on arrive à réduire à peu près de 50% les émissions liées au site internet et à son trafic. Et ensuite, il y a une volonté également de suivre, parce qu'un site internet, notamment d'e-commerce, vit. Il y a des pages qui se créent, qui se retirent, des produits. Et l'idée, c'est que derrière, nous, on va pouvoir également suivre tout ça, voir les projections également et avoir des systèmes également d'alerting si les recommandations ne sont pas suivies. Ouais, alerting y compris, j'imagine, quand on est dans une période de pic de visite où nécessairement on multiplie par le nombre d'utilisateurs l'impact en Tout termes à de fait. Ouais. consommation. Un site, par exemple, qui ferait son Black Friday, peut-être, enfin, souvent, on a eu la demande, l'année suivante, veut réaliser exactement le même chiffre d'affaires, mais d'un point de vue environnemental, réduire ses émissions. Et donc, en effet, en fonction de sa saisonnalité, pouvoir mener des actions et améliorer son site de cette façon-là. Et ça, on le voit de plus en plus. Ouais, je trouve que c'est intéressant ce que vous avez souligné tous les deux, et notamment toi, Florence, sur la dimension
finalement, plus d'efficacité, c'est aussi plus de performance. On peut faire mieux avec moins. Et c'est souvent l'inverse qu'on véhicule sur Exactement. thématique environnementale. Or là, on est quand même bien dans une optimisation qui fait gagner en performance. Je trouve que c'est pas mal. Exactement. L'empreinte du numérique et en tout cas sur l'aspect digital, on a cette chance-là, quoi. C'est double win, quoi, sur l'aspect. Il y a un autre élément qu'on n'a peut-être pas évoqué et qui est lié à l'éco-conception aujourd'hui aussi, c'est, je crois avoir revu ce chiffre là récemment, que nous en tant que consommateurs, là tous, on va changer nos devices à 88%, on va les changer alors qu'ils fonctionnent toujours. Ça, c'est une grande responsabilité qu'ont toutes les équipes IT de toutes les boîtes et de tous les fabricants de produits et tous les fabricants de soft. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on change nos devices aujourd'hui? Pourquoi? Et donc, la réponse, c'est tout simplement que on va le changer parce que le device, il lag, il bug, mais ce n'est pas intrinsèquement le device qui bug, c'est juste qu'on conçoit des applications qui sont de plus en plus gourmandes et qui font que nos devices deviennent de plus en plus obsolètes. Et donc, on a envie de rattraper. Voilà. Et donc, dans cette dimension de l'éco-conception, et là, on touche à la dimension scope 1, fabrication du matériel. Là-dessus, on touche à un point qui doit faire partie de nos responsabilités en tant qu'acteur de la tech, donc que ce soit en tant qu'éditeur de site web ou éditeur de solutions comme les nôtres, ça fait partie de nos enjeux à nous et même les concepteurs d'OS, etc. Mais ça, c'est les enjeux de demain, véritablement. Alors, j'en arrive à ma dernière question, mais j'avais envie de vous demander, en termes de perspective de marché aujourd'hui, comment vous voyez les choses? Est-ce que le driver, c'est essentiellement le business parce que vous sentez des clients qui sont en attente de solutions sur le sujet? Est-ce qu'il y a de l'autre côté un écosystème réglementaire qui est en train de se mobiliser sur la question et comme ça s'est passé finalement il y a une dizaine d'années sur l'accessibilité numérique ou sur des sujets GDPR, par exemple, on va vers une forme de réglementation ou de standard un peu obligatoire sur le sujet. Quelle est un peu votre vision là-dessus? Je commence et je te laisserai l'aspect réglementaire. De ce point de vue-là, alors déjà, le driver business, oui, clairement. Et c'est nouveau. Depuis un an, nous, par exemple, donc, on est solution d'éco-conception. En tout cas, on est une brique qui permet d'aller vers l'éco-conception, TwigPix, et on constate de l'entrant, ce qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Donc, il y a des gens qui nous appellent aujourd'hui, et plutôt des grands groupes, plutôt des grandes marques. Pourquoi? Et on pourra sans doute en reparler plus tard, mais c'est évidemment les politiques RSE, en fait, infusent jusqu'au digital aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça bouge de ce point de vue-là. Donc, d'un point de vue business, clairement, on sent qu'il y a un frémissement et on sent que tout le monde veut y aller et prendre part à ces éléments-là. Après, et je laisserai Nicolas sur l'aspect vraiment réglementaire, mais sans vouloir faire de prospective. Enfin, c'est assez simple de faire de la prospective aujourd'hui. On va clairement aller vers un espèce de Nutri-Score de l'éco-conception, enfin en tout cas de l'empreinte carbone, c'est évident. En plus, on a des exemples aujourd'hui. On sait comment ça s'est passé avec le Nutri-Score ou avec d'autres marqueurs comme ça d'empreinte carbone. Clairement, on y va. Ce sera dans un premier temps pas obligatoire et puis ça le deviendra certainement. Et puis de toute façon, ceux qui refuseront d'y aller seront ceux chez qui on dira t'as pas mis ta note, ça veut dire que tu es le vilain petit canard, donc je ne viens pas chez toi acheter tes produits. Et donc finalement, tout le monde, le cercle est vertueux et voilà. Mais Nicolas va en dire beaucoup plus. Bon, Nicolas, je crois que du côté de Greenmetrics, en plus, vous êtes pas mal mobilisé autour du comité de certification AFNOR qui travaille sur la question. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Tout à fait. Alors, déjà, il y a aussi eu des standards et un peu des mouvements de différents acteurs, notamment le Green IT qui avait également émis, je crois, les 115 bonnes pratiques. On a eu également l'INR. Et puis, tout d'un coup, on a eu également toute la partie un peu plus réglementaire avec notamment l'AFNOR qui a créé une spec avec un groupe de travail auquel on a participé.
et dont la volonté était voilà, de commencer à mesurer et de s'engager dans qu'est-ce qu'un numérique responsable, comment l'adresser, comment sur le long terme en tout cas en tenir compte. Donc ça va sûrement donner lieu à une norme ISO d'ici 2024, du moins c'est leurs objectifs. Et puis après, on a eu un cadre réglementaire qui est venu petit à petit. Je crois qu'on a eu la mission Bargeton d'un sénateur 2020 ou 2021. Puis on a eu la loi Rennes, donc de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et enfin, on a eu également cet été un décret demandant aux collectivités de plus de 50 000 personnes de mettre en place une stratégie numérique responsable et de l'appliquer d'ici 2025. Donc on voit clairement que ça bouge. Je suis d'accord avec Florent pour dire qu'il n'y a plus de sujet sur le fait qu'il y aura un éco-score, il y aura un cadre réglementaire, que d'ailleurs d'autres acteurs, je pense, type Google ou autres, en tiendront compte, que ce soit dans un cadre de référencement, ou parce qu'il y a des sujets business aussi derrière, que ce soit sur la vitesse de téléchargement ou autre. Donc en effet, ça c'est la chance un peu sur la partie digitale. Et puis je pense qu'on a aussi reçu tous, en tout cas ceux qui hébergent et qui travaillent avec des data centers, des augmentations des tarifs. En tout cas, pour notre part, on l'a reçu, et ça de par les coûts de l'électricité. Donc finalement, un ROI plutôt financier qu'on ne trouvait pas au démarrage, on commence à le trouver. Et donc, en effet, je suis d'accord avec toi sur toute la partie RGPD à l'époque où c'était plus une réflexion, c'était plutôt il y avait des bons élèves, il y a eu un cadre et tout le monde s'est engagé là-dedans. On peut parler également de la même chose sur l'accessibilité et je pense qu'on va y venir sur la partie de la sustainability. Ouais. J'avais le sentiment, qui est peut-être un sentiment personnel faux, mais qu'il y avait une forme de demande aujourd'hui de vos clients sur le volet campagne. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, les clients sont plutôt focus sur les sujets campagne et par ce biais-là viennent sur les sujets éco-design sur leur propre site et application? Ou est-ce qu'ils adressent les deux à la fois? Campagne digitale? Ouais, campagne digitale, ouais. Alors non, il y avait quand même pas mal de... Il y a eu en fait, il y a eu d'une part les entreprises plutôt sur la partie DSI qui venaient sur la partie hardware, vraiment gestion de la flotte IT et mesure également des usages, que ce soit des visios, des emails et autres interfaces web utilisées au cœur de l'entreprise pour avoir un peu une vision de l'impact de l'activité entre les murs de la boîte. Et puis après, on a eu l'aspect site internet où en effet, tenant compte du parcours, tenant compte de tout ça, et les campagnes finalement sont venues s'imbriquer où un client va vouloir remonter d'où vient sa provenance, parce que ça, on le remontait directement dans notre outil Analytics, mais derrière, il fallait également pouvoir aller mesurer plus loin. Et donc, on est venu naturellement à cette solution-là. Donc, en fait, il y a vraiment un petit peu de tout, et j'ai envie de dire que les trois blocs sont liés, et souvent, on passe d'un client qui vient sur la partie site Internet, et qui ensuite, par cohérence, va venir sur la partie du hardware, et après sur la partie des ads. Donc, j'ai envie de dire, il y a tout, mais à forte dimension, c'est plutôt des activités des entreprises qui ont une activité fortement digitale. En tout cas, naturellement, ça vient. Et en effet, je rejoins Florent sur un aspect notamment de grands comptes, plus que de TPE-PME. Okay. Bon, je pense qu'on a assez bien planté le décor et qu'à ce stade, vous avez tous plutôt envie de voir concrètement comment ça marche et de passer au use case. Peut-être prendre une ou deux questions s'il y en a avant de laisser la parole à Nicolas et Florent. Ah ben, on peut y aller alors. Alors, nous avons quelques questions dans le chat, notamment de la part d'Émilie Régnier. Concrètement, comment un développeur doit s'y prendre pour éco-concevoir? Alors, il y a une série de questions, donc je vais vous les donner, puis on répétera. Existe-t-il des sites pédagogiques pour comprendre les langages? Est-ce qu'il y a un risque d'un point de vue cybersécurité à mieux éco-concevoir ces sites? Je vous laisse répondre, messieurs. Vous avez 4 heures. Je rigole. Rappelle-moi quelle était la première question, rappelle-moi. Alors, la première, c'est concrètement, comment un développeur doit s'y prendre pour éco-concevoir? Ok. Alors, déjà, faut comprendre que le plus gros vecteur, ça va être le poids. Plus on va diffuser de la data vers l'extérieur, plus on va avoir une empreinte qui va être forte. Donc, l'un des premiers enjeux des développeurs, c'est de faire du léger. Comment on fait du léger? Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais l'enjeu, ça va être, alors notre métier à nous, par exemple, c'est de faire du léger sur les images et les vidéos. C'est là où se trouve le poids le plus important. Donc, il faut commencer par là. Souvent, c'est le démarrage.
d'un point de vue code pur, il faut aussi s'habituer à travailler léger, donc à réduire ce qu'on appelle le DOM, le Document Object Model. Donc ça, c'est vraiment le code source qui va être généré et qui va être affiché sur les terminaux des clients. Et ça, c'est vraiment le deuxième enjeu. Ensuite, il va falloir compresser tout ce qu'on peut compresser, faire du très, très léger. Après, les réponses sont très tech et bon, je ne sais pas si on aurait le temps de rentrer là-dedans. En effet, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans le détail tout de suite. Alors, une question un peu moins tech pour le coup, mais est-ce qu'il y a des sites pédagogiques pour comprendre ces langages, justement? Plus pour Nicolas. Alors, langage, en tout cas, savoir comment en tout cas éco-concevoir, il y en a plusieurs. Il y a des sites comme l'INR, le Green IT qui expliquent très bien. Et en fait, il y a plutôt un catalogue un petit peu de plusieurs critères et pratiques d'éco-conception qui sont les mêmes. Après, il faut devoir les appliquer, mais en effet, je reviens à ce que dit Florence et puis en même temps en parallèle ce que disait Vincent tout à l'heure, le fait de coder selon un périmètre de base et pourtant à arriver à finalement l'objectif de développer telle ou telle solution et telle ou telle offre. Aujourd'hui, on le fait de manière sans compter, mais c'est un peu, entre guillemets, notre mode de consommation, quelle que soit l'activité. Et ça, je pense qu'en effet, il faut venir sur des choses beaucoup plus rationnelles et d'optimiser. Mais on l'a dans tous les métiers. Moi, avant, j'étais dans le monde du recyclage, c'est la même chose. Donc, oui, il y a des sites. On pourra peut-être les envoyer après, mais en tout cas, l'INR, le Green IT et d'autres, même l'AFNOR aujourd'hui, il y aura pas mal de choses. Et d'ailleurs, pour compléter cette question de la part de Guillaume, est-ce qu'il existe des outils pour évaluer l'éco-conception d'un site? Notamment il donne un exemple de Sonar, mais c'est principalement sur le code, ouais. Je connais un site pas mal. Alors, en tout cas, sur l'éco-conception d'un site, nous, on a développé notamment une solution ouverte à tout le monde qui s'appelle l'URL Checker. Vous allez sur notre site et puis vous pouvez rentrer l'URL et ça va vous sortir un scoring avec l'explication, en tout cas, de ce scoring-là. Vous avez d'autres agences aussi qui peuvent le proposer, des agences digitales notamment. Après, sur la partie code, de manière ouverte comme ça, non, parce que ça nécessite aussi des accès. Mais sur l'éco-conception, en tout cas d'un point de vue front, il y en a qui existent, dont la nôtre. Honnêtement, on est plutôt sur une question de bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on souhaite aller dans cette démarche-là, finalement, il suffit de mettre à contribution les parties prenantes. Si vous demandez aujourd'hui à un développeur comment il peut faire pour réduire son code et comment il peut faire pour être plus efficace de ce point de vue-là, il trouvera une solution. Donc, en fait, c'est le besoin et la directive qui va créer le côté vertueux derrière. Et il n'y a pas de nouveau métier à réapprendre dans cette démarche d'éco-conception. Il suffit juste de penser le métier différemment. Et tout le monde a les réponses, en fait, dans tous les métiers. Un designer, si vous lui dites qu'est-ce que je peux faire pour aller vers l'éco-conception, il aura des idées. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas la maturité suffisante pour... et je ne pense pas qu'il y aura demain des guides qui seront absolument exhaustifs sur ce qu'il faut faire. En revanche, c'est du test and learn. Aujourd'hui, on en est à faire du test and learn. Il faut essayer, il faut mesurer. Et ça, c'est le plus important parce que si on n'a pas les KPI qui montrent qu'on évolue, on ne peut pas avancer, quoi. Dernière petite question. Après, je passerai dans le public s'il y a des interventions. Est-ce que cybersécurité et éco-conception font bon ménage? Est-ce que l'un représente un risque pour l'autre? Je n'ai pas forcément la réponse. En tout cas, que je sache, non. En tout cas, on ne l'a pas vu de cette façon-là et ce n'est pas les retours qu'on a. Mais je ne suis pas un spécialiste de la cybersécurité. Mais a priori, selon moi, non. Mais je n'ai pas vraiment la réponse là-dessus. J'ai pas de use case non plus. Là, comme ça, je vois pas trop. J'imagine que de toute façon, enfin, c'est toujours la problématique de l'éco-conception, c'est que on peut la prendre côté front, on peut la prendre côté back d'une certaine mesure, on peut la prendre côté architecture. Est-ce que ça a des impacts de ce point de vue-là? Peut-être, mais là, je les vois pas là. Bonjour. Alors moi j'ai une petite question, je trouvais ça super intéressant quand vous avez dit que la conception
vous essayez de faire en sorte de réduire l'impact des utilisateurs quand ils sont en train d'agir sur le site même. Je voulais savoir un peu, voilà, quelles sont les actions qui génèrent le plus, entre guillemets, d'impact et comment nous, chacun, on peut essayer de réduire un minimum notre impact quand on est en train d'utiliser un site Internet. Alors, de ce point de vue-là, déjà, tous les sites ne sont pas égaux sur le sujet. Là, j'en ai trois qui me viennent, trois typologies de sites qui me viennent en tête et qui vont me permettre de répondre à la question. Mais on ne peut pas comparer, par exemple, un site de vente de billets de train, un e-commerçant dans le luxe et une plateforme d'un réseau social. Pourquoi? Parce que le site, le principe de l'éco-conception même, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, de permettre à l'utilisateur d'arriver vite à son but. Mais ça, c'est vrai pour le vendeur de billets de train. Si on arrive à le faire en 2 clics au lieu de 12, on a gagné. On a gagné parce que moins de CO2, plus d'efficacité pour l'user et plus de rétention pour l'user parce qu'il reviendra vu que ça s'est bien passé. Donc ça, c'est l'enjeu du serviciel, enfin des services. Un e-commerçant, c'est plus compliqué parce que lui, il se retrouve dans la situation où il va falloir qu'il diffuse de la belle image pour vendre. Il va falloir qu'il fasse appel à des services tiers. Et tous ceux qui sont dans ce business-là le savent que ça peut être un gros impact et sur le carbone et sur la performance. Il va falloir potentiellement aujourd'hui qu'il aille sur de la vidéo. Tout ça va avoir un impact fort. Et je ne parle pas du coup, il y a certains business presque où on est presque sur des concepts antinomiques par rapport à l'éco-conception. Parce que si je prends une plateforme de réseau social et vous les imaginez tous, eux, leur objectif, c'est le temps d'écran. C'est ça leur KPI, qui est complètement contre-intuitive. Et donc, moi, je serais intéressé, et on verra comment ça va évoluer de ce point de vue-là, parce qu'on verra, on peut toujours faire mieux. Un Facebook, un Pinterest, un Instagram, etc. On peut toujours faire mieux, mais comment concilier éco-conception et ma priorité est de te garder sur mon écran le plus possible. Ça, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, pour te répondre concrètement, diminuer le poids et diminuer faciliter le parcours de l'utilisateur. Faciliter le parcours de l'utilisateur, c'est vraiment les éléments importants. Pas grand-chose à rajouter, à part le fait, en effet, qu'on a fait une étude sur un peu plus de 300 sites, et en effet, on a comparé les secteurs d'activité, et notamment les secteurs médias ont la plus mauvaise note, mais de par, en effet, le contenu qu'ils adressent. Mais on voit également une profondeur de marché, parce qu'au sein même de différents secteurs, il y avait des écarts qui étaient quand même assez importants, et donc, en effet, une forte sensibilisation et une marge de progression assez importante. Mais je pense qu'on va passer tout de suite au use case si pas d'autres questions. En tout cas, Nicolas évoquait l'étude publiée récemment par Gainmetrics. Je vous invite tous à la regarder, parce que c'est une étude qui est intéressante et qui montre beaucoup de choses sur ce qui a été évoqué ce soir, et notamment pas mal de graphiques intéressants et assez accessibles. Je ne sais pas comment se passe ce use case, mais je ne sais pas. Allez-y, ouais. On a une question au fond. Si, C'est où la question? Alors, au fond. Bonjour, j'avais une petite question, peut-être que je m'avance, mais quelle est la différence entre vos outils du coup et par exemple Google PageSpeed Insights? Vous allez peut-être me dire que vos outils ont peut-être plus une dimension RSE, j'imagine, entre guillemets, mais quelle est la différence finalement entre les deux et comment est-ce que vous vous distinguez justement et qu'est-ce que vous apportez en plus à ce niveau-là? Je ne sais pas si c'est clair. Non, très clair. Je vais essayer de répondre sans démo derrière. C'est vrai qu'on va nous adresser une vision RSE sur les différents impacts, que ce soit environnementaux, mais pas que. On va tenir compte également du lieu géographique, de l'intensité carbone sur le lieu géographique au niveau de l'utilisateur, du device utilisé,
et puis également du parcours sur le site. Et on va agréger tout ça et on va remonter également sur la partie data center. C'est là où on a un manque d'informations aujourd'hui, parce que aujourd'hui, les data centers n'ouvrent pas vraiment les portes sur savoir quels sont les équipements utilisés, quelle est la nature de l'électricité consommée. Mais en tout cas, on fait des moyennes également en fonction du lieu géographique. Donc, c'est un ensemble beaucoup plus large que la solution de Google. Et puis derrière, on va également analyser au niveau des rapports et pouvoir avoir des briques également, j'en parlais tout à l'heure, sur la partie hardware et également sur la partie des campagnes digitales. Donc, je dirais plus large, avec en effet une notion également environnement de mesure, où c'est là un petit peu notre force sur vraiment le côté méthodologie qu'on a développé avec un comité scientifique et également une revue critique du Bureau Veritas. De notre côté, on n'est pas du tout sur la mesure. Nous, on est vraiment un outil au service de l'éco-conception, mais on va en parler juste après, donc tu auras tout le loisir de pouvoir voir ça. Donc, on en a parlé un petit peu rapidement, mais en gros, la pollution d'un site web, en tout cas l'impact numérique d'un site web, la source va venir notamment de la consommation énergétique, que ce soit au niveau du propriétaire. Quand je dis du propriétaire, ça va être du e-commerçant en fonction de l'hébergement, du data center, des machines utilisées et de l'électricité consommée. Également au niveau de la consommation énergétique du côté du visiteur par rapport aux interactions. Et puis tout ça est dû en fonction, on en parlait tout à l'heure, de la conception du site et du contenu qu'on va pouvoir voir à l'intérieur. Et on en revient de manière directe au poids des pages. Et puis après, à ça, on ajoute tout l'aspect trafic. J'en parlais tout à l'heure sur un site qui va générer à peu près 1 million de visites. Ça va être l'équivalent à peu près de 10 tonnes CO2. Ça, c'est une moyenne qu'on a pu établir. Donc aujourd'hui, alors ça, peut-être que tu veux partir sur la partie, sur l'objectif, en tout cas, d'un site web, mais je pense qu'on est tous raccords sur le fait qu'on essaye tous, en tout cas, de réduire le temps de chargement, notamment sur un site e-commerce. Ça va être plutôt des indicateurs de web perf classiques pour améliorer, en tout cas, le taux de conversion et puis l'achat sur les différents sites. Aujourd'hui, alors je pense que les 47% était le fait que le temps de chargement a été réduit de 47% en moyenne. Ouais, en fait, effectivement, mais ça, je pense que c'est un sujet sur lequel je pense que tout le monde aujourd'hui, ça résonne chez tout le monde. Le temps de chargement d'une page, c'est un élément qui est fondamental si on veut vendre en ligne, si on veut avoir un engagement. On sait que, en gros, si une page aujourd'hui met plus de 3 secondes à charger, on perd 50% de nos utilisateurs sur mobile. Donc, cette question de la rapidité d'un site web, c'est, je pense, aujourd'hui, pour tous les acteurs du web, un enjeu qui est connu. Et on sait que cette performance, et on l'a commencé un petit peu à l'évoquer tout à l'heure, mais on sait que cette performance, elle est en grande partie due au poids des pages web. C'est un peu cet élément-là et les quelques chiffres qu'il faut retenir là-dessus. Effectivement, ce qu'on vous affiche ici comme statistiques qui sont importantes à comprendre, et vous allez comprendre du coup pourquoi on vous explique ça derrière, mais c'est que le poids d'une page, il est essentiellement dû aux images qui composent cette page. Les images aujourd'hui sur les sites web, c'est 60% du poids des pages. Et j'évoque même pas les vidéos et on verra comment à l'avenir ça va évoluer de ce point de vue-là sur les pages. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que il y a 10 ans, on avait des pages qui faisaient 500 kilos et à mesure que les technologies de connexion évoluent, aujourd'hui, on envoie des pages qui font 2 mégas. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain on a la 6G, on délivrera a priori, si ça continue, des pages qui font 4 mégas, 6 mégas, etc. Donc ça, c'est depuis le début du web, ce cheminement-là, il est opéré de cette manière-là. Et dès lors qu'on va parler d'éco-conception, tout l'enjeu, et on l'expliquait tout à l'heure, ça va être de prendre la mesure de ça et de se dire, OK, si je
réduis le poids de mon site web, je fais de l'éco-conception et en plus de ça, je fais un site qui est plus performant. Ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Guillaume. Du coup, c'est double win, quoi. Tu commences ou je commence? Écoute, vas-y, t'es du côté. Donc aujourd'hui, nous, on a développé notamment Gridmetrics pour la première chose que disait Florent à plusieurs reprises, le fait de pouvoir mesurer. Aujourd'hui, si je prends l'exemple un peu de la vie de tous les jours, en tout cas me concernant, si je souhaite maigrir, la première chose, ça va être de me peser et puis d'analyser un petit peu quelles sont les raisons de ma nutrition, mes repas et pourquoi j'arrive pas à maigrir. Là, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, ça a été le point de démarrage. Donc, le fait de mesurer, d'établir un référentiel qu'on jugeait en tout cas le plus optimum et en tout cas prenant un maximum de variantes, notamment vis-à-vis de l'utilisateur final en fonction de l'intensité carbone de son lieu géographique, etc. etc. Dans un premier temps, mesurer. Ensuite, l'objectif dans les différents dashboards qu'on propose vont être de pouvoir piloter différentes actions à mener avec derrière différentes recommandations qui vont pouvoir être suivies avec également des projections pour tendre en tout cas vers une stratégie bas carbone d'un point de vue général, mais en tout cas de réduire à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans en fonction des objectifs que se fixe le client. Donc vraiment, l'idée, c'est de mesurer, piloter et réduire, que ce soit au niveau interne de l'entreprise, tenant compte de la flotte IT, des usages, également d'un site internet et enfin de campagne digitale. Et côté TwicPix, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, on est vraiment plutôt un outil d'éco-conception, mais pas que. En fait, tout l'enjeu de TwicPix, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On est un SaaS, et tout l'enjeu de TwicPix, c'est d'apporter une solution qui va complètement automatiser l'optimisation des médias au sens large, donc vidéo, images, pour le web et les applications. Qu'est-ce que ça veut dire que d'optimiser et d'automatiser l'optimisation et comment on fait ça chez TwicPix? En fait, pour arriver à ce qu'on expliquait là comme objectif, c'est-à-dire délivrer avec le poids le plus intéressant, il y a un élément qui est fondamental à comprendre, c'est le contexte de l'utilisateur final. On l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une population qui est hyper hétérogène. On doit envoyer et développer des sites web pour une multitude de résolutions d'écran, une multitude de tailles de device. Il faut qu'on puisse s'adresser aussi bien à des gens qui sont sur des connexions réseau peu performantes que des gens qui sont sur des connexions réseau performantes. Et dès lors qu'on va parler de médias, images et vidéos, ce qui est très super, c'est de pouvoir envoyer à chaque individu derrière son écran le bon asset, la bonne image pour lui, avec le poids le plus juste, la qualité la plus juste, que ce soit pour les images et les vidéos. Et c'est tout l'enjeu, justement, de TwicPix. TwicPix, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser qui est l'internaute derrière son écran. On va regarder quel device il a, on va regarder quelle résolution de pixels il a sur son écran. Est-ce qu'il est sur un écran Retina, pas Retina? C'est quoi la qualité de son réseau? Et en fonction de tous ces éléments-là, on va croiser ces données-là avec « OK, mais chaque vidéo et chaque image dans ma page, c'est quoi son contexte à elle en termes de taille? On a besoin de combien de pixels là où la photo elle a été intégrée ?» Et c'est tout l'enjeu de TwicPix, c'est de comprendre tout ça et d'automatiquement délivrer à chaque internaute la bonne image et la bonne vidéo pour, un, qu'elle s'affiche le plus rapidement possible, deux, quel est le poids le plus intéressant possible, et donc qu'elle puisse avoir cet impact le plus faible possible sur l'empreinte que va générer le end user derrière son écran. Donc voilà. Et pour faire ça, évidemment, on va fournir plein d'outils pour les développeurs, donc de manière à ce qu'ils puissent automatiser cet aspect-là des choses le plus simplement possible et le plus rapidement possible. Je pense que ce qu'on peut rajouter également, c'est au niveau de l'installation, en tout cas de la mise en place, si c'est facile, compliqué, long ou pas. Je pense que nos deux solutions sont assez rapides à mettre en place. En tout cas, de notre côté, c'est vraiment une solution plug and play où on remonte en fait les
les datas de l'outil Analytics utilisé, que ce soit GA, Matomo ou Content Square. Et derrière, on va remonter de manière dynamique l'ensemble des KPI, que ce soit environnementaux, sociaux. Et également, après, nous, on va toujours montrer également la corrélation, on en parle souvent, la corrélation des aspects business avec l'aspect environnemental, parce que les deux sont liés. Mais je te laisse, si tu veux. Nous aussi, pareil, c'est une plateforme SaaS, donc avec une solution plug and play rapide, en tout cas à déployer. Alors, nous, de notre côté, un peu moins rapide parce qu'on est une solution pour les développeurs et une solution low code. Alors, on n'est pas sur du no code, mais on est sur du low code, qui fait qu'on va fournir, par exemple, toutes les interfaces possibles avec que ce soit tous les langages front-end aujourd'hui modernes qui existent sur le marché. Donc, la solution vient avec ce qu'on appelle des composants web pour des technologies comme React, Vue, Next, Nuxt, Gatsby, Svelte, etc. Donc, si il y a des développeurs ou des personnes de l'IT dans la salle ou dans l'audience, ils me comprendront. Mais l'enjeu étant effectivement de faire gagner beaucoup de temps pour atteindre l'objectif. Je te laisse commencer cette fois-ci. Si tu veux. Et donc, effectivement, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Ce qui a été très important pour nous, on savait depuis longtemps qu'on faisait économiser du poids de page à nos clients. Aujourd'hui, TwicPix, on travaille avec un peu plus de 150 clients. On travaille avec aussi bien des grands groupes que des startups. On a vraiment, voilà. En moyenne, aujourd'hui, sur nos 150 clients, on leur fait économiser 45% du poids de leur page. Donc, ça, c'est la donnée qu'on connaissait. Du poids de leurs médias. Ce que ça donne quand on fait quand on projette ça sur tout un site. Aujourd'hui, on sait qu'on est de l'ordre de 27-30% de la réduction du poids sur un site web avec TwicPix. Et là où ça a été super intéressant dans la démarche d'éco-conception de TwicPix, c'est que rapidement, on a voulu connaître, OK, c'est quoi l'impact carbone qu'on a pour nos clients? Et grâce à GreenMetrics, on a enfin pu avoir ces datas-là et on a travaillé avec vos équipes pour justement essayer de quantifier tout ça sur l'ensemble de nos clients. Et ça permet d'avoir une donnée chiffrée aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, grâce à TwicPix, on fait économiser 2400 tonnes de CO2 sur l'année 2021. Ça, c'est pour l'année 2021. Quand on parle de 2400 tonnes de CO2, ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. C'est pour ça que souvent, on fait ces fameuses équivalences que vous proposez aussi chez GreenMetrics. Et pour vous donner une idée, 2400 tonnes de CO2, c'est 545 tours du monde en voiture diesel. Donc, là, tout de suite, ça rend la donnée beaucoup plus parlante. Mais voilà, en tout cas, les résultats, plus de performance parce que moins de poids et donc plus de sobriété numérique, même si j'aime pas trop ce terme personnellement, mais on n'a pas à avoir des sujets là. Mais voilà, tout l'enjeu est celui-là et on espère pouvoir continuer à faire économiser avec beaucoup plus de monde et à l'échelle internationale. Alors, je vais aller rapidement également sur les différentes métriques et les use cases qu'on a pu faire. En moyenne, on se rend compte que, en tout cas sur la première période considérée, qui peut aller de 6 mois à 1 an, après, c'est en fonction un petit peu aussi des recommandations appliquées par le client et par le site. Mais grosso modo, qu'on arrive à réduire à peu près de 50% le volume de données de par les recommandations. Et TwicPix en fait partie dès lors qu'il y a du contenu multimédia. Pareil au niveau des émissions économiser ou du moins ou éviter, mais en tout cas qui ne sont plus émises, on a une réduction à peu près moyenne de 40%. Et puis ensuite, vous allez me dire, une fois que le site, on peut se dire, a pris en compte l'ensemble des recommandations, il n'y a plus rien à faire. Alors, j'ai envie de vous dire, on pourrait le voir comme ça sur un site vitrine qui ne bouge plus, mais finalement, on a un site va vivre tant par les utilisateurs et les visiteurs que par le contenu que vous allez y mettre à l'intérieur. Et on a également une dernière métrique qui est au niveau du temps de chargement, où on a pu voir également, de par les recommandations et l'application de ces recommandations, une amélioration du temps de chargement des pages qui est également lié, et encore une fois, qui est corrélé sur des aspects business, mais également environnementaux.
Donc voilà, et tout ça, on va en tout cas nous le présenter. On a lié, en tout cas nous, un partenariat avec TwigPix sur ces aspects-là pour également appuyer dans le discours. D'ailleurs, je crois aussi que c'est un des deuxième ou troisième points dans le discours commercial et les avantages de la solution, cette réduction où on se rend compte finalement que c'est une forte attente de la part des clients.